Le 1er mai 2025 marquait le deuxième anniversaire des inondations survenues à Baie-Saint-Paul en 2023. Particulièrement touché, le quartier Saint-Joseph demeure à ce jour au cœur des préoccupations. Dans les derniers mois, un comité citoyen a vu le jour afin de représenter les intérêts des résidents et de participer activement aux réflexions entourant l'avenir du quartier. C'est un comité qu'on a créé depuis quelques mois et qui est ouvert à tous les résidents du quartier Saint-Joseph, dont les limites seraient plus ou moins tout ce qui est le secteur autour de Saint-Joseph, on va dire jusqu'à la Grande Route, puis incluant aussi la rue Ménard et tout ça. Donc, un peu tous les gens qui sont là, c'est vraiment pour tout le monde. Peut-être qu'on tient déjà à dire, c'est pas un comité pour les sinistrés, un comité peut-être qui découle des événements qu'il y a eu avec l'inondation puis des difficultés. Mais c'est vraiment un comité pour réunir les gens, pour développer, si on veut, des projets ensemble. Lors de l'inondation, il y a eu vraiment un grand élan de solidarité dans le quartier. Oui. Il y a eu beaucoup d'entraide, puis c'est quelque chose qui a été très positif, ce bout-là, on va dire, des inondations. Puis beaucoup de personnes ont eu envie que ça se poursuive, ça, puis de bâtir, en fait, de rebâtir le quartier, les liens sociaux avec un comité de citoyens où on va aller donner la voix, au fond, aux gens. Le comité citoyen souhaite se pencher sur 5 priorités au courant des prochains mois. La première vise à accompagner les propriétaires des résidences sinistrées dans la poursuite de leur démarche. Il y en a pour qui les dossiers, c'est terminé, mais il y en a qui c'est vraiment pas terminé, puis il y a encore besoin de soutien. Un accompagnement administratif, donc. Oui. Puis évidemment, c'est sûr qu'il y a administratif, mais c'est aussi affectif. La deuxième priorité vise à redonner vie aux terrains vacants du quartier dans une perspective de durabilité. On a un petit souci de qu'est-ce qui va se passer avec les terrains qui sont malheureusement demeurés vacants. Pour le moment, il n'y a pas de projet à long terme. Là. La ville n'est pas rendue là, puis c'est bien correct. Mais donc, on réfléchit avec les gens à savoir qu'est-ce qu'ils voudraient. Puis il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de projets à cet effet-là. Est-ce qu'il y a déjà des idées qui germent, qui font consensus? Êtes-vous prêt à en parler? Bien, déjà pour cet été, on a des projets. Donc, il y a un projet de déployer des bacs donc temporaires, là, avec la culture éventuellement de légumes et de fleurs sur certains des terrains vacants. On a aussi une idée de prairies fleuries pour augmenter la biodiversité, faire joli. Donc ça fait partie des projets. Mais c'est sûr qu'il y a une vision à plus long terme de vraiment développer un territoire qu'on peut dire plus résilient, puis où on va peut-être penser à ce qu'il y ait moins d'îlots de chaleur dans le quartier, ce qu'il y ait beaucoup plus d'arbres, qu'il y ait des vergers, qu'il y ait des potagers collectifs, parcs pour enfants, patinoires. Il y a beaucoup d'idées. Le regroupement souhaite également promouvoir une vie de quartier riche. Créer des événements, des moments où les gens vont se réunir. Hein? Ça rejoint en fait l'autre priorité. Donc, entre autres, là, un événement, là, mettons, de vente de garage, de café-rencontre. On en parlera un peu après. Puis, il y a une fête de quartier aussi qui est prévue en juin, donc qui sera annoncée pour la suite. Le comité mise notamment sur une saine communication avec les différents paliers de pouvoir pour mener à bien ces initiatives. Ce qui va faire peut-être que ça va être rendu possible, c'est d'établir des relations constructives avec la Ville, bien sûr, là, parce qu'il y a des choses qui relèvent de la Ville, mais avec aussi toutes les autres instances, la MRC, les gouvernements provinciaux, tout ça, dans le fond, pour qu'on participe aux décisions autant que possible, qu'on soit écouté, puis on soit entendu, je pense. La dernière priorité du groupe cherche à assurer une représentation citoyenne marquée pour consolider la sécurité du quartier Saint-Joseph. On a aussi des préoccupations plus à long terme aussi, au point de vue financier, parce que, entre autres,
il y a des impacts financiers à l'inondation encore aujourd'hui pour nos maisons. Et il y a aussi la sécurité physique face à n'importe quel autre sinistre qui pourrait arriver. Il y a, c'est sûr, des inondations, on y pense, là, mais il y a aussi, ça pourrait être un feu, ça pourrait être autre chose. Donc, je pense qu'on veut s'assurer d'être entendu là-dedans, dans nos préoccupations. Suite à une première rencontre tenue avec la Ville de Baie-Saint-Paul en février dernier, les membres du comité se disent satisfaits du lien créé. Ça a été bien constructif. Je pense qu'on c'était une première amorce là, pour vraiment faire connaître le comité qu'on venait de fonder quelques semaines avant à peine. C'est ça, je pense qu'on était rendu là à s'apprivoiser. Ça a bien été. Je pense qu'au plan des valeurs, on a dit oui, il y a quelque chose de commun. Je pense qu'on a tous à cœur la qualité de vie dans le quartier. On a entendu ça. On a commencé à semer des graines dans le sens de voir c'est quoi les projets plus concrets pour que ça se réalise, cette meilleure qualité de vie. D'autres rencontres sont prévues au courant des prochains mois avec l'administration municipale. D'ici là, le comité souhaite inviter la population du quartier à un événement public. Donc, le 17 mai, ça va se passer sur le terrain de l'ancien clocheton que la plupart des gens connaissent, à côté du parc La Virevolte. Au 50. Pour les gens qui n'ont pas entendu l'ancien 50 Saint-Joseph. Le terrain nous est prêté là, gentiment par la propriétaire. Et donc, c'est la journée des ventes de garage. Donc, on va faire une vente de garage, entre autres, qui va être au profit des activités là, du comité. Et il va surtout y avoir, en même temps, un café-rencontre des citoyens. Donc, c'est vraiment le moment de jaser avec le monde, de venir échanger, entendre les préoccupations des gens, entendre un peu qu'est-ce que le comité jusqu'à présent a mis en place, comment on voit les choses. Fait que c'est vraiment un moment d'échange. Pour obtenir davantage d'informations, les citoyens intéressés du quartier Saint-Joseph peuvent contacter le comité via son adresse courriel et ses réseaux sociaux. La municipalité de Saint-Urbain a récemment dévoilé le projet de revitalisation de son cœur villageois. L'initiative prévoit différentes phases qui permettront de développer une multitude de services pour les citoyens du village. Ce soir, on a fait la présentation devant, je considère, une belle foule de citoyens, citoyennes engagés et intéressés par le projet. Ça a débuté il y a déjà plusieurs années quand même qu'on y pense. Alors là, qu'on puisse le réaliser. C'est la présentation d'un parc-école avec un parc municipal de loisirs. Parce que l'école et les loisirs Saint-Urbain, c'est collé. Et vous avez l'église, bien sûr. Le projet Signature, mis sur pied conjointement par la municipalité et le Centre de services scolaires de Charlevoix, prévoit de sécuriser les aires de circulation des élèves autour de l'école primaire, alors que l'intérieur du bâtiment a été rénové au courant des dernières années. Je trouve que c'est génial pour les 7-8 prochaines années de pouvoir réaliser un tel projet. L'école a déjà investi beaucoup à l'intérieur au cours des dernières années. Il leur reste encore une année à faire. Fait que c'est pas loin de 3 millions qu'ils auront investi ici à Saint-Urbain pour l'intérieur. Une patinoire extérieure, des stationnements, un jardin communautaire et un agora sont également prévus dans les plans initiaux. Le coût total du projet est présentement estimé entre 2,5 et 3,3 millions de dollars. La mairesse Simard indique cependant que sa mise en œuvre se réalisera en différentes phases pour limiter les impacts des incertitudes économiques sur la livraison finale du produit. Le projet va se réaliser par phase, c'est évident. Avec les annonces de coupure des différents ministères, on n'aura pas le choix et je pense que c'est tout à fait logique de passer au financement. Hein, pour une petite municipalité comme nous, un projet de 2,5, 3,2 millions, c'est beaucoup d'argent parce qu'on n'a pas seulement que ça dans la municipalité, mais en le faisant par étapes, puis en suivant les financements possibles de différents ministères, je pense que la municipalité est capable d'y arriver. Beaucoup de questions citoyennes ont été posées lors de la soirée de présentation du projet.
Claudette Simard indique que le conseil municipal n'est pas fermé à consulter les citoyens pour définir l'avenir du cœur villageois. S'il y a besoin, puis s'il y a des gens qui le demandent, puis qui ont des idées. Tu sais, des gens, ils peuvent avoir des idées de quelque chose devrait être fait, on pourrait peut-être améliorer de cette façon-là. On est prêt à accueillir ce genre. Si on décide de consulter, c'est le conseil qui va le faire. Puis on a actuellement une bonne ouverture. Malgré une participation financière envisagée de plusieurs partenaires, l'élu municipal ne cache pas que les aménagements proposés auront sans doute des répercussions sur le compte de taxes des citoyens. C'est sûr qu'il va y avoir mais majoritairement, c'est sûr qu'il faut qu'on ait de l'aide financière. Ça, c'est évident. Une résidente de Saint-Urbain estime que le projet viendra répondre à des désirs des citoyens. J'ai trouvé ça, comme je l'ai mentionné, extrêmement excitant. Je trouve que le plan est très beau, très inspirant, que ça descende jusqu'à la rivière. Moi, c'était une de mes grosses espérances là, par rapport à ce projet-là. Un conseiller municipal du village s'est pour sa part dit satisfait de la présentation de la soirée. Le contenu, moi, je trouvais ça bien correct. J'espère qu'on va pouvoir en faire un bout cette année, ou bien l'année prochaine. Mais comme il disait, ça peut prendre 2-3 ans, 3 ou 4 ans, on ne sait pas. Pour plusieurs résidents de la municipalité, des questions restent cependant en suspens. Je me demandais pourquoi il restait autant de béton dans la cour d'école. On a répondu, dans le fond, que c'est parce qu'il fallait garder un accès, notamment pour les pompiers, services d'urgence. Ce que je comprends, mais je pense que, de ce que j'ai compris, tout n'est pas final dans ce projet-là. Donc, je trouve que ce sera important qu'on continue de s'impliquer en tant que citoyen pour s'assurer que, quand même, on verdisse autant que possible tous les espaces et qu'on respecte l'environnement. À savoir si le projet de revitalisation représente un legs politique, Claudette Simard souligne qu'il est le résultat d'un travail de longue haleine réalisé en équipe. Moi, je suis tellement fière de ça, t'as pas idée? Je disais tantôt que j'avais des frissons, mais oui, c'est vrai. Ça me fait tellement bien. Puis c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui l'ai réalisé. Là. Le conseil municipal y a pensé. Puis on a eu l'appui de nos employés qui ont travaillé là-dessus. Et l'école s'est ajoutée à ça. Écoute, on ne pouvait pas souhaiter mieux. L'échéancier estimé à ce stade pour l'inauguration officielle des aménagements est prévu pour l'année 2028. Il y a beaucoup de sujets importants dans Charlevoix quand on parle des traversiers, on parle des quais, on parle des hôpitaux, des questions qui relèvent du gouvernement du Québec. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir notre députée, Karianne Bourassa. Bonjour. Karianne, bonjour, bienvenue. Merci. Avant d'aller vers les questions d'actualité, j'aimerais savoir, vous avez un nouveau-né? Comment se passe la vie de député avec un nouveau-né? Ça nécessite beaucoup de réaménagement au niveau de la vie familiale. C'est certain que j'ai trouvé une garderie il y a 2 semaines seulement. Alors, j'ai recommencé à travailler quand Madden avait 3 mois. Là, il a 6 mois maintenant. Donc, pendant 3 mois, je l'ai emmené avec moi au travail. Quand j'avais des rencontres, on a mis un petit parc au bureau. Mes employés l'avaient dans les bras et c'était un peu la mascotte du bureau. Donc, il est venu avec nous. Il est venu à l'Assemblée nationale. Maintenant, on a trouvé une belle place en garderie avec des gens là... Et la mère et le bébé sont en santé? On est en santé, ça va très bien. On apprend à se connaître et c'est un petit bonhomme tout souriant. Là. Les gens vont le croiser un peu partout. Alors, on est heureux de vous revoir avec plus de disponibilité. Merci. Notamment pour parler des différents dossiers d'actualité de la région. J'aimerais qu'on commence avec la Société des traversiers du Québec. Oui. On dirait que les choses vont de mal en pis. Si on écoute en tout cas les gens de l'île aux Coudes, ça va de mal en pis, la Société des traversiers. Vous en pensez quoi? Depuis 2002, c'est la date où j'ai été élue. 2022. 2022, pardon. Oui. Ça a été vraiment un sujet qui revient souvent parce que non seulement, parfois, il y a des arrêts dus à des bris mécaniques, il y a des arrêts dus à la mauvaise météo. Et là, maintenant, il y a cette grève des travailleurs de la STQ. Donc, pour les insulaires, c'est leur route, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est leur façon d'entrer, sortir de l'île. C'est certain que ça chamboule non seulement leurs habitudes, mais aussi leur économie. Parce que si les livreurs ne peuvent pas venir sur l'île, si les touristes ne peuvent pas venir consommer, bien, ça met en situation plus précaire les commerçants. Mais depuis 2002, la situation n'a pas évolué. Là. On reçoit ici, nous, le maire de l'île aux Coudes, d'autres intervenants, et tout le monde se plaint de l'attitude de la STQ. Bien, c'est ça. Là, justement, aujourd'hui, j'ai eu une rencontre avec les maires, le maire des Éboulements et le maire de l'île aux Coudes. Et la semaine dernière, j'ai emmené le ministre responsable de la Capitale nationale, Jonathan Julien. On est allé sur l'île aux Coudes pour rencontrer les commerçants.
Parce qu'il y a deux aspects un peu. En ce moment, bien sûr, la grève, il y a un conflit au niveau patronal syndical. Qui perdure depuis très longtemps. Qui perdure. Malheureusement, vous comprenez qu'on ne peut pas trop aborder la question, mais il y a aussi la question des communications avec la STQ. Donc, la STQ, les maires disent qu'ils ont de la difficulté parfois à communiquer avec la STQ. Oui. Donc, on est allé sur le terrain pour entendre les commerçants, entendre leurs préoccupations, entendre les élus également, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Et par la suite de ça, nous, on va tenter de regarder qu'est-ce qui peut être amélioré. Et vous en retenez quoi des commentaires que vous avez reçus? J'en retiens que les maires... Est-ce qu'ils sont fondés? Ces commentaires que vous avez reçus? C'est justement, là, je suis allée recueillir les propos des élus et des commerçants. Et maintenant, je vais aller rencontrer la STQ pour voir, justement, qu'est-ce que, de son côté, la STQ a à dire. Pour quelles raisons est-ce qu'il semble y avoir un problème de communication entre les élus, les citoyens et la STQ? Donc, je vais vraiment être là pour faire le lien entre tout ce monde-là, pour être sûr aussi que tout le monde se parle. Mais au niveau de l'accessibilité de la traverse, on a aussi franchi un pas important. Parce que, avec le projet de loi 89, je vais essayer de vous le résumer simple, en ce moment, l'île aux Coudes est un service essentiel. Donc, même s'il y a une grève, il y a quand même des services de traverse qui doivent être offerts. Habituellement, il y a 50 traverses par jour. Avant, on disait, bon, bien, 8 traverses par jour, c'est correct en temps de grève, les 1000 habitants de l'île peuvent sortir, peuvent entrer. Ouais. Nous, ce qu'on est venu faire avec le projet de loi 89, c'est qu'on est venu demander au tribunal administratif du travail, c'est lui qui détermine le nombre de traverses qu'on doit offrir par jour en service essentiel. Oui. Là, le tribunal va devoir prendre en considération l'économie de l'île, les touristes, les commerces, la livraison. Donc, on vient ajouter non seulement la sécurité de la personne, mais la sécurité économique. Donc, lors des prochaines grèves, pas nécessairement celle-ci, quand le projet de loi va être adopté et qu'il progressera, bien, la prochaine fois qu'il y a une grève, le tribunal pourrait dire, bien, nous, on demande, par exemple, 20 traverses par jour parce qu'il faut que les touristes puissent venir consommer sur l'île. Mais la loi n'étant pas adoptée, cette année, pendant la grève, ça va être le statu quo. En ce moment, on ne peut pas travailler sur la situation actuelle puisqu'elle est en cours en ce moment. Vous savez, quand on travaille sur des lois, c'est ce qui arrive. Mais j'ai bien entendu les insulaires et c'est là-dessus que je travaille avec eux. Je les ai même aidés à faire un mémoire. Ils ont déposé un mémoire, les commerçants et l'industrie touristique, pour expliquer aux ministres, pour expliquer aussi aux autres parlementaires à quel point, eux, ça les impactait lorsqu'il y avait des grèves et pourquoi est-ce qu'on devrait reconnaître l'aspect économique. Alors, on comprend que les représentations étaient faites auprès de vous. Effectivement. Vous avez également proposé une solution avec le projet de loi que vous venez de nous expliquer. Mais à court terme, là, est-ce qu'on peut obliger la STQ de s'asseoir avec ses syndiqués puis négocier? Ça, parce que le nœud du problème demeure là. C'est vraiment du côté syndical. Il faut laisser les gens négocier. Moi, vous savez que le syndicat a tenté une poursuite au tribunal du travail pour mauvaise foi contre la STQ. Ce que je peux faire en tant que député, moi, c'est appeler les deux parties à s'asseoir et négocier parce qu'il n'y a personne qui est gagnant là-dedans. Les citoyens ne sont pas gagnants, les touristes qui veulent venir sur l'île. C'est aussi l'image de l'île qui écope parce que les gens vont se demander est-ce que les gens ont peur d'aller à l'île pour ne pas revenir. Alors, on travaille activement sur le dossier, autant sur les fronts de la grève, autant sur les fronts des communications avec la STQ, les navires aussi de relève, l'entretien des navires. Donc, on a eu une belle rencontre productive ce matin. On a appris il y a quelques jours qu'on n'allait pas vers la réfection complète des quais, mais qu'on allait continuer à investir pour garder les quais en état de fonctionner. On a annoncé 50 millions. Oui, mais les quais vont devoir être changés parce qu'ils ont atteint leur fin de vie utile. Dans quelques années, il va y avoir une réfection. On n'a pas avancé là-dessus. On a dit, bien, à court terme, on met 50 millions pour conserver les quais. C'est bien ça, là? Bien, en fait, c'est que le dossier d'opportunité, parce que vous savez qu'en 2000, c'est Émilie Foster, en 2021, qui avait lancé un dossier d'opportunité. Donc, on va analyser la traverse. Est-ce qu'elle change de place? Est-ce qu'elle reste là? Donc, il y a une étude qui devait être faite pour savoir aussi si on ça a été annoncé il y a déjà au-dessus d'un an quand même. Et ça avait été arrêté en 2022 parce que, vous vous souvenez, Mme Greta Bédard avait annoncé des coûts de plus d'1 milliard de dollars. Là, on a mis ça en... Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports, avait dit c'est beaucoup trop cher, retournez à la planche à dessin. Et la STQ avait dit nous, on attend en 2026. En 2026, on va reprendre le dossier, on va retravailler sur des propositions. Donc, c'est ça. 2026, c'est demain. Donc là, nous, ce qu'on veut savoir avec la STQ, justement, c'est, bon, qu'est-ce que vous allez analyser? Qu'est-ce qui va être pris en compte? Parce que là, oui, il va y avoir une réfection des quais, mais entre-temps, c'est sûr que là, l'âge fait son œuvre. Alors, il faut mettre des sous pour rénover les quais.
Et aussi, il faut adapter les quais aux navires électriques qu'on va recevoir en 2029-2030. Si je ne me trompe pas, c'est 2031 pour qu'ils naviguent là, sur le Est-ce qu'on fleuve. n'est pas face à une solution temporaire qui risque de devenir permanente? Mais en même temps, au même titre que le pont de l'île d'Orléans qui se dégradait, même si on en construit un nouveau, il faut quand même mettre de l'argent sur l'ancien pour le maintenir le temps que le nouveau soit construit. C'est l'engagement que votre gouvernement a pris en ce qui a trait au quai. Là, pour, OK, bien, pour c'est sûr qu'il y a des choses à faire sur le quai avant de construire les nouveaux. Oui. Ça c'est certain. On ne peut pas les laisser se dégrader. On ne peut pas là. parce que c'est la route, encore une fois, des insulaires. On ne peut pas se permettre qu'il n'y ait pas de quai qui soit accessible. Parlons maintenant du dossier des hôpitaux. Beaucoup d'inquiétudes là, dans le secteur est de Charlevoix. À Baie-Saint-Paul, un hôpital neuf, là, ce qui est une chose assez rare au Québec quand même. On a l'impression qu'un peu partout au Québec, ça crie beaucoup dans le domaine de la santé. Il y a des régions qui sont vraiment mal desservies. Ça crée beaucoup d'inquiétudes quant à la réalisation de l'hôpital à la Malbaie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Là-dessus, puis ça aussi, j'ai beaucoup travaillé sur le dossier, puis je veux rassurer les gens, il n'y a aucune scène de l'agrandissement de l'hôpital de la Malbaie qui va aller à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ça, puis les gens peuvent... Ça, c'est le court terme. Oui, oui, c'est sûr. Puis, tu sais, les gens, quand ils voient « ça va mal à Montréal », est-ce qu'ils vont prendre notre argent pour l'envoyer à Montréal? Non, non, non. L'argent pour l'hôpital, elle est réservée. On avait 250 millions de dollars. On a même rajouté un 100 millions avec l'inflation, là, parce que ça coûte tout plus cher. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un bureau de projet qui, justement, fait un dossier d'affaires. Quand le dossier d'affaires va être terminé, mais là, il n'était pas terminé. Il leur manquait quelques millions de dollars pour terminer le dossier d'affaires. Le gouvernement du Québec, on est venu trouver cette somme supplémentaire. C'est ce qui a été annoncé par le ministre Christian Dubé et le premier ministre. On a trouvé les sous pour terminer ce dossier d'affaires-là. Quand le dossier va être terminé, bien là, c'est là que ça va sur le bureau du Conseil des ministres. Et quand le Conseil des ministres dit « OK, on accepte le projet », c'est là qu'on délie les fonds et que l'argent devient disponible pour aller en appel d'offres et construire l'hôpital. Les délais que ça encourt, est-ce que vous ne seriez pas favorable à proposer au maire de la Malbaie de faire un aménagement temporaire dans son trou au centre-ville? Parce qu'on parle de plusieurs années, là, quand même. Là. Pas nécessairement. Le dossier d'opportunité, le dossier va être analysé, ensuite il va falloir autoriser, ensuite il va falloir aller dans les plans de vie. Ce qu'on disait, la dernière date on parle qu'on de avait... 7-8 ans de délai facilement. La dernière date qu'on avait, c'était 2030. Maintenant, avec tous les projets d'infrastructure au Québec, est-ce que ça pourrait décaler? Ça dépend aussi de quand ils vont terminer le dossier d'affaires, quand l'organisation va terminer le dossier. Mais on en a pour plusieurs années quand même. Je ne sais pas. Nous, ce qu'on nous avait dit, c'est qu'il était pratiquement terminé. Il manquait de l'argent pour finaliser. Mais encore, est-ce que ça va prendre quelques mois ou un an? C'est vraiment eux, le CIUS, qui peut répondre à ces questions-là ou la SQI. Par la suite, quand ça dépose au Conseil des ministres, mais c'est là que le dossier est prêt et qu'il tombe, comme on dit dans le fameux PQI, il passe de planification à réalisation. Et c'est là qu'on peut aller en appel d'offres pour la construction. Est-ce que ça va repousser de quelques mois? Ça, on ne peut pas le savoir d'avance. Mais ce que je dis aux citoyens, c'est que moi, je me suis vraiment battue pour que l'agrandissement ait lieu. Ça va avoir lieu. Il n'y aura pas un trou béant pendant des années au centre-ville. Il va y avoir un hôpital, l'agrandissement. J'ai bien fait les représentations. Mes collègues étaient sensibilisés pour comprendre l'importance de cet hôpital-là. Pas juste pour Charlevoix. Il ne faut pas oublier que c'est la Côte-Nord, c'est le Saguenay. On dessert tellement de monde avec cet hôpital-là également que c'était important pour tout le monde. Vous entreprenez cet été une tournée. Pouvez-vous nous parler un peu de votre objectif et pourquoi vous faites ça? En fait, moi, je suis responsable de 27 municipalités, 4 MRC, 2 îles. Oui. Puis, j'aime parler avec les gens, j'aime aller sur le terrain. C'est ce que j'aime le plus de mon travail. Et là, veux pas, j'ai eu un petit bébé. Pendant 3 mois, ça a été un petit peu plus... On vous a moins vu. Oui, j'ai été un petit peu plus à la maison. J'ai eu une césarienne. La mobilité était un petit peu plus difficile. J'ai pas pris trop longtemps, mais j'ai quand même pris un 3 mois avec mon bébé. Alors là, je voulais reconnecter avec les gens. C'est sûr que vous en parlez, la STQ, le dossier de l'hôpital, les gros dossiers, je les suivais, je les porte, j'ai continué à travailler. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on en parle. Justement. Mais les petits dossiers, là, mais qui sont importants pour les gens. Par exemple, hier, je suis allée à Baie-Sainte-Catherine, puis les gens m'ont dit « Qu'est-ce que tu viens annoncer? » Mais rien. Je viens rien annoncer, je viens vous parler, je viens savoir, vous, qu'est-ce que vous voulez que j'amène à l'Assemblée nationale comme enjeu? Qu'est-ce que vous voulez que je défende? C'est quoi qui vous préoccupe? Quels changements on devrait effectuer? Puis là, ils nous parlent de sujets comme, par exemple, au CLSC, on veut plus de plages d'ouverture pour les prises de sang. On aimerait avoir un service, par exemple, adapté pour le transport. On devrait miser là-dessus. Donc, il y a... Vous allez ouvrir une centaine de dossiers si vous faites le tour des 27 municipalités. Mais tant mieux, je suis là pour ça. Je suis là pour ça, puis j'ai une équipe aussi, parce que c'est pas tout moi, personnellement, qui résout tous les problèmes. J'ai une équipe avec moi, j'ai quelqu'un du côté de la Malbaie, j'ai des gens à Beaupré également. Alors, mes collègues sont là pour aider, puis la députée, on sert à ça. Il y a aussi des gens, puis c'est un travail aussi de démystifier ce qu'on fait, de vulgariser. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, les députés, ça sert à quoi? Et je leur dis,
vous pouvez appeler un député, par exemple, si votre dossier traîne, vous êtes en attente d'une opération, vous pensez qu'ils ont perdu votre dossier, on peut vous aider là-dedans. Ça peut être un dossier avec Hydro-Québec, ça peut être, il y a des petits dossiers que les gens ne savent même pas qu'on peut les aider. Donc, je viens parler des services qu'on offre au bureau, de l'accompagnement qu'on fait. Je viens entendre les gens sur leurs préoccupations, mais le but, c'est vraiment de connecter avec les gens de la région. Puis je suis même pas en campagne électorale. La campagne, c'est dans 18 mois. Mais j'avais fait cette promesse-là aux gens de « Vous ne verrez pas faire du porte-à-porte juste aux élections. » Je suis députée pendant 4 ans. Je suis là pour vous représenter pendant 4 ans. Puis je vais même si c'est plus loin, je vais dans toutes les municipalités. Outre les grands dossiers dont on a discuté, puis dans le cadre de vos tournées, qu'est-ce qui vous apparaît comme le dossier le plus important actuellement, quelque chose qui vous apparaît comme une nécessité dans lequel vous devriez vous engager? Est-ce qu'il y a un ou deux dossiers en particulier qui passent sous le radar, mais qui, selon vous, mériteraient plus d'attention? Bien, c'est certain. Étrangement, les hausses tarifaires et la guerre économique avec les États-Unis revient beaucoup. Est-ce que c'est l'impact de la campagne fédérale? Donc, les gens en ont beaucoup entendu parler à la télévision. Les gens s'inquiétaient. Aux gens, vous savez, dans Charlevoix, il y a le secteur forestier qui est très important. Donc, ces gens-là se sont posés des questions. On a le manufacturier, des gens qui exportent aussi. Et vous venez de rencontrer l'UPA? Oui, on a rencontré l'UPA aussi. C'est sûr que l'agriculture occupe toujours une place importante dans la circonscription. Vous savez, avec l'Île-de-Rien, mais aussi Charlevoix, où il y a beaucoup de fermes. Aujourd'hui, j'ai rencontré les producteurs de porc, puis c'est justement ce qu'ils ont mis de l'avant. Vous savez, la production de porc, 70 des coûts, c'est l'alimentation des porcs. L'alimentation, c'est le maïs et le soya. On n'en fait pas pousser ici dans Charlevoix. Il faut l'emmener. Mais on les emmène en camion. L'essence, le diesel, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher élever des porcs ici qu'ailleurs. Exactement. Donc, c'est ces enjeux-là. Puis ça, c'est en rencontrant les producteurs que je vais connaître ces enjeux-là, que je vais pouvoir me les approprier et aller les défendre. Donc, mais pour ça, il faut que je les rencontre, ces producteurs-là. Donc, c'est exactement ce que je fais. Je fais une tournée, je rencontre les organisations, je rencontre les citoyens, savoir c'est quoi leurs préoccupations pour mieux pouvoir les représenter. Alors, on lance une invitation à tous. Contactez votre député pour la rencontrer. Elle va être disponible tout l'été. Ça se peut que je vienne avec un petit bébé parce que, comme hier, justement, il a fait la tournée avec moi. Il est venu rencontrer les citoyens, mais on vient en double maintenant. Alors, vous serez la bienvenue. Merci, Karianne Bourassa. Merci beaucoup. La crise qui secoue la production porcine de la région de Charlevoix prend une nouvelle tournure. Alors que les éleveurs tirent la sonnette d'alarme face à une situation de plus en plus précaire, une rencontre s'est tenue entre Karianne Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, et les représentants du milieu agricole. Le but de cette rencontre-là était vraiment de démystifier le coût de production des producteurs de Charlevoix pour démontrer que l'agriculture dans Charlevoix est plus dure un peu qu'ailleurs. Pas parce qu'on est moins bon, mais on a une disparité régionale, on est loin des grands centres et tout. Puis je pense que Mme Bourassa, aujourd'hui, on y a fait la démonstration, puis elle se porte volontaire. Bien, je ne veux pas parler pour toi, mais je pense qu'elle se porte volontaire pour aller porter ce message-là des producteurs aujourd'hui au gouvernement du Québec. Le président de l'Union des producteurs agricoles pour la capitale nationale Côte-Nord soutient que l'industrie agroalimentaire locale participe activement au tissu socio-économique de la région. L'agriculture de Charlevoix fait en sorte de maintenir un paysage qui fait qu'on a une industrie touristique forte et très vivante dans Charlevoix. Notre agriculture est importante, puis on est maintenant en bas de la masse critique. Il ne faut pas se le cacher, on a perdu 30 de production porcine dans les dernières années. Puis pour nous, ça a un impact énorme. Puis là, il faut que le gouvernement maintenant nous aide à maintenir cette production-là parce que si on perd notre production porcine dans Charlevoix, on ne fera pas que perdre la production porcine de Charlevoix, on va perdre aussi d'autres productions. Donc, c'est un enjeu qui est extrêmement important et préoccupant pour nous. L'un des facteurs à l'origine de cette crise serait les coûts élevés liés au transport des animaux et de leur nourriture. On est toujours à la charge des coûts de production. On est toujours à la charge de notre distance. Comme disait tantôt notre consultant, il faisait un bon parallèle. Il y a 10 ans, quand on regardait le coût de production pour les transports, amener des intrants, on ne voyait pas une grosse différence, puis on disait, bien, c'est peut-être pas encore ça l'enjeu. Aujourd'hui, quand on dit qu'on a 12 $ du cochon fini, rendu à l'abattoir, de différence entre le coût de production provincial. Quand on dit coût de production provincial, c'est l'ensemble des fermes du Québec. Nous, là, on est encore 12 $ en bas de ce coût de production-là parce que ça nous coûte
plus cher de produire. Emmener une vanne de maïs, on est dans une région où il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de soya. C'est 400 kilos d'aliments pour produire un cochon. Fait que tous ces aliments-là doivent être transportés. On ne le produit pas en région. On doit aller porter ces cochons-là. Avant ça, on allait porter les cochons en Beauce. Maintenant, on va porter ces cochons-là quasiment dans la région de Montréal. On parle de Yamachiche, on parle de Saint-Esprit. Fait qu'on éloigne le transport. On est toujours confronté à l'éloignement de tout. Un producteur de la Malbaie évoque les baisses qu'a connues la région au cours des dernières années. Dans la région de Charlevoix, c'est une baisse de 30 %. C'est-à-dire qu'il se finissait 92 000 porcs par année dans Charlevoix en 2022. En 2025, ça va être 60 000. Fait que c'est une perte de 30 % du volume. Ce n'est pas des gros volumes par rapport au niveau provincial, mais pour la région ici, c'est très important. Ce qui fait en sorte qu'on perd les masses critiques, puis on va perdre les services, puis on ne sera plus capable d'opérer. Ceux qui restent vont tomber par la suite parce qu'ils ne seront plus capables d'opérer et qu'ils n'auront plus de services pour maintenir la production. Ce même éleveur n'est pas rassuré pour la production régionale dans les années à venir. L'inquiétude présentement, c'est ça, c'est l'avenir, où est-ce que c'est qu'on s'en va. Vous savez, avec ce qui se passe avec les États-Unis présentement, là, on annonce au niveau provincial qu'il y a énormément d'incertitudes. Puis ça crée des retards d'investissement, de records. Mais l'incertitude en agriculture, quand c'est une relève qui décide de ne plus venir en agriculture, c'est pas 3-4 années qu'on retarde d'investissement, c'est les 40 prochaines années qu'on repousse. Puis quand une relève disparaît, elle ne revient pas. Une région périphérique comme la nôtre ne couvre pas notre coût de production. Monsieur Pilote tient toutefois à apporter certaines nuances. Notre production se porte bien. Nos finances, c'est un peu plus difficile, mais notre production se porte très bien. On est parmi les plus productifs de la région, de la province. On a des producteurs qui font partie des 25 % les plus productifs de la province. Par contre, on a des coûts plus importants, puis il faut qu'ils soient reconnus. J'aurais jamais pensé être aussi fier d'être le président de la Fédération de capitales nationales Côte-Nord qu'aujourd'hui, parce que vous avez répondu présent, puis je suis fier de vous! L'Union des producteurs agricoles du Québec a formulé des demandes précises pour améliorer les conditions de production dans Charlevoix, comme une réforme du programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles, communément appelé l'ASRA. Nous, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on parle d'une agri-région. Quand on fait les calculs de coûts de production, on ne veut pas être géré. Nous, on demande de ne plus être géré sur un coût provincial. On veut qu'on prenne en compte vraiment la réalité d'un coût de production régional. On fait partie du Québec. Le Québec, on le sait, dans peu importe le ministère, dans les façons qu'on calcule, nous, on n'est pas dans le mur à mur, mais on est dans provincialement. C'est toujours un coût provincial. Je pense que l'agriculture, présentement, ne peut plus se permettre ça. Et on en a quelques pistes de solutions. Comme je vous dis, on parle des agri-régions, un calcul différent en fonction des régions périphériques versus les régions centres. Mais ça, nous, on peut faire des suggestions, mais il faut que le gouvernement démontre une ouverture à vouloir changer ou améliorer des choses. Durant le printemps 2024, une centaine d'agriculteurs de la région ont manifesté dans les rues de la Malbaie pour témoigner de leurs conditions de production qui se dégradaient. À savoir si le message risque d'être plus entendu cette année dans les coulisses de l'Assemblée nationale, la députée Bourassa indique qu'elle se fera un devoir de poursuivre la sensibilisation de ses collègues et du ministre de l'Agriculture du Québec, M. André Lamontagne. Premièrement, on s'est parlé, il y avait un problème de communication. Peut-être que j'avais mal expliqué là, tout ce que je faisais en coulisses ou ce que j'apportais comme question à l'Assemblée nationale, les revendications. Donc, il y avait du travail qui avait été fait. Peut-être que ça n'avait pas redescendu de leur côté, donc ils n'étaient pas informés. Mais oui, assurément, avec ce qui s'est passé l'année passée, j'ai écouté les producteurs, puis j'ai sorti justement lors de notre rencontre tous les dossiers de producteurs que j'ai aidés, soit des producteurs laitiers, des producteurs de pommes, des producteurs de petits fruits, avec l'île d'Orléans, avec Charlevoix. C'est énormément de fermes qu'il y a sur notre territoire. Fait que oui, on aide les producteurs au cas par cas, mais là, on a décidé de prendre le gros dossier des producteurs de porc et l'inégalité qu'il y a dans Charlevoix. Puis moi, oui, en étant députée de Charlevoix, bien, je vais aller prendre cette information-là, puis je vais sensibiliser mes collègues. Puis aussi, il y a tout l'aspect, puis on en a parlé, des conséquences pour la région au complet. Si les producteurs ne sont pas là pour occuper le territoire, bien, c'est des gens qui vont peut-être aller vers les grands centres, c'est des gens qui n'habiteront pas dans nos régions, c'est des écoles qui vont fermer, c'est des épiceries qu'on ne pourra pas maintenir en vie. C'est tout ça qu'il faut comprendre. L'agriculture, ça occupe le territoire, ça nourrit nos régions, puis il faut les garder chez nous.
L'UPA de la capitale nationale Côte-Nord compte 7 syndicats agricoles locaux, dont ceux de Charlevoix-Est et Charlevoix-Ouest, et regroupe 1120 producteurs sur l'ensemble de son territoire. La Maison La Montée, organisme venant en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales dans la région de Charlevoix, a récemment souligné son 40e anniversaire au domaine Forget de Saint-Irénée. La Maison La Montée, est un hébergement pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales. On existe depuis 1985. On couvre tout Charlevoix de Baie-Sainte-Catherine jusqu'à Côte-de-Beaupré. Donc, c'est ça, c'est de l'hébergement, c'est des services, c'est de l'externe, c'est de la sensibilisation, de la prévention, c'est du 24/7 au niveau téléphonique, c'est des services qu'on déploie dans tout Charlevoix. On souligne 40 ans d'engagement de notre communauté. Les partenaires, on en a plusieurs qui sont là ce soir. C'est important, on ne peut pas exister sans une communauté. C'est un tissu social, on a besoin. Ces femmes-là ont besoin d'hébergement, mais ils ont besoin de d'autres choses aussi, d'accompagnement, d'autres ressources. Donc, ce besoin-là, il est là. La soirée a permis d'annoncer officiellement que la direction générale de l'organisme connaîtra prochainement une transition, alors que la titulaire actuelle du poste prendra sa retraite. Madame Isabelle Caron a été nommée pour lui succéder. Ça fait 1 an que j'y pense, là. Ça fait 25 ans de service. J'ai l'âge de prendre la retraite aussi, puis l'usure étant là aussi. Puis avec Isabelle, bien, je me disais, je l'ai ma relève. Je l'ai ma relève. Je la voyais aller depuis quelques années, s'impliquer, voir toutes ses capacités, puis son potentiel. Fait que depuis la dernière année, c'est ça, on en a parlé, j'en ai parlé au conseil d'administration. Et ça s'est fait de façon naturelle. On a la chance, c'est ça, je l'ai nommé tantôt, le privilège d'avoir de la relève à l'interne où on peut former tranquillement, puis la transition va se faire en douceur. Puis c'est ce qui est le plus souhaitable pour un organisme comme le nôtre. Isabelle Caron s'estime privilégiée de reprendre les rênes de l'organisation, mais compte poursuivre le travail d'équipe implanté dans le milieu de travail. La Maison La Montée, je l'ai dans le cœur, je l'ai dans les tripes. C'est dès les premiers jours que j'ai fait là-bas, quand j'ai commencé comme intervenante. Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial à cette maison-là et c'est l'approche qu'on a avec les femmes. Il y a la mission et l'approche aussi qui est différente, qui est tellement humaine, humaniste. On est tellement près d'elles. Je voulais, moi, faire une réelle différence dans leur vie, puis de les voir au quotidien, de se battre, de lutter. Leur résilience est inspirante. Puis moi, c'est les succès des femmes qui me donnent le gaz, puis l'envie, justement, d'en faire plus, puis de les aider plus, puis d'être plus près d'elles encore. Plusieurs événements ont marqué les dernières décennies d'existence de la Maison La Montée. Le financement de ses services par les paliers décisionnels en fait partie. Il y a eu le rehaussement des maisons, le rehaussement au niveau financier. On vient de loin, là. On l'a nommé tout à l'heure, au début, 55 000 pour une année de financement. Maintenant, on a des financements qui sont quand même imposants. Là, on a une construction d'autres qui est complètement neuve. On a une équipe, là, on est peut-être 16 travailleuses. Ça prend des sous. Donc, ce gros changement-là au niveau financier. Madame Néron dresse un portrait nuancé de la violence conjugale dans la région de Charlevoix et au Québec. La violence conjugale, il y en a toujours eu. Il y en a de plus en plus. Elle est peut-être d'une forme plus insidieuse. On parle maintenant de contrôle coercitif, de violence dans des gestes au quotidien, là, de contrôle, là, qui ne sont pas nécessairement de la violence physique. Donc, c'est une clientèle aussi peut-être plus jeune, mais qui dénonce plus rapidement. Moi, j'ai vécu ça les 25 dernières années, où nos femmes étaient un peu plus âgées. Donc, on voit cette différence-là. Mais la violence est toujours présente. Puis on fait ce qu'on peut au niveau de la prévention, de la sensibilisation, puis pour répondre aux services, puis aider le plus de femmes et enfants possible. Les deux femmes affirment avoir observé une tendance inquiétante au Québec au courant des 5 dernières années.
les féminicides qu'on a eus là, depuis le début de la pandémie, beaucoup de féminicides, beaucoup de... Ça nous frappe, ça nous... On a vu une première hausse pendant la pandémie. Ouais. Puis aujourd'hui, en 2025, on est au même chiffre qu'en 2021 sans la pandémie. Alors, il y a lieu de s'inquiéter. Et justement, c'est pourquoi on veut mettre autant d'énergie sur la criminalisation aussi du contrôle coercitif au niveau canadien. Donc, parce qu'au niveau des féminicides, dans la plupart des cas, en fait, on peut dire, je crois que c'est 98 %, il y avait du contrôle coercitif dans la relation, donc pas nécessairement de violence physique. Alors ça, c'est frappant. La soirée a aussi donné lieu au dévoilement d'un nouveau logo pour l'organisme qui souhaitait renouveler son image. Le logo est là depuis de nombreuses années. Oui. On trouvait que visuellement, il datait un peu. On dirait je sais pas, on se sentait moins représenté par lui, je dirais, comme qui on est aujourd'hui en 2025. Alors, on a commencé un processus de recherche pour un nouveau logo, d'idéation et tout ça. Puis, le 40e arrivait, alors c'est juste comme un bon timing, finalement, pour y arriver. Puis là, je suis vraiment contente qu'on ait trouvé quelque chose qui nous représente entièrement, dont l'équipe est fière aussi. Pour obtenir du soutien ou pour davantage d'informations, les personnes intéressées peuvent contacter la Maison La Montée via ses réseaux sociaux ou par téléphone.